Chapitre 2. Le baraquement où dormaient les hommes était long et rectangulaire. À l'intérieur, les murs étaient blanchis à la chaux et le plancher était de bois brut. De 3 côtés, il y avait des petites fenêtres carrées. Le 4e côté était percé d'une porte massive avec un loquet de bois. Contre les murs, il y avait 8 lits. 5 d'entre eux étaient faits avec des couvertures, les 3 autres montraient la toile à sac des matelas. Au-dessus de chaque lit, des caisses à pommes étaient clouées, l'ouverture en avant, formant ainsi 2 étagères pour que l'occupant du lit y pût mettre ses objets personnels. Et ces étagères étaient encombrées de petits articles. Savon, poudre de talc, rasoir et ces magazines du Wild West que les hommes des ranchs adorent lire, dont ils se moquent, mais que, secrètement, ils prennent au sérieux. Et il y avait des médicaments sur les étagères, des petites fioles, des peignes. Quelques cravates pendaient à des clous fichés sur les parois des caisses. Près d'un des murs, il y avait un poêle en fonte noire dont le tuyau entrait tout droit dans le plafond. Au milieu de la chambre, une grande table carrée était couverte de cartes à jouer et, tout autour, il y avait des caisses pour que les joueurs puissent s'asseoir. Il était environ 10 heures du matin. À travers une des fenêtres latérales, le soleil dardait un rayon lumineux chargé de poussière. Des mouches le traversaient comme des étoiles filantes. Le loquet de bois se souleva, la porte s'ouvrit et un grand vieillard voûté entra. Il était vêtu de coutil bleu et il tenait un grand balai dans la main gauche. Georges entra derrière lui et derrière Georges, Lenny. « Le patron vous attendait hier soir, dit le vieux. Il s'est foutu en rogne quand il a vu que vous étiez pas là ce matin. » Il tendit le bras droit et, de la manche, sortit un poignet rond comme un morceau de bois, mais sans main. « Vous pourrez occuper ces 2 lits, dit-il, en montrant les 2 lits près du poêle. Georges s'approcha et jeta ses couvertures sur le sac de paille qui servait de matelas. Il regarda dans sa caisse étagère et y prit une petite boîte en fer jaune. « Eh, qu'est-ce que c'est que ça ?»« Je sais pas, dit le vieux. Ça dit destruction radicale des poux, cafards et autres vermines. Qu'est-ce que c'est que ces foutus lits que vous nous donnez là? Nous avons pas envie d'attraper des morpions. » Le vieil homme, à tout faire, changea son balai de côté et le maintint entre son coude et sa hanche, tout en avançant la main pour saisir la boîte. Il examina soigneusement l'étiquette. « Je vais vous dire, dit-il finalement, le dernier type qui a eu ce lit était forgeron, un bon bougre, et on ne trouverait pas plus propre. Il se lavait les mains même après avoir mangé. » Alors, comment ça se fait qu'il avait des poux? Georges sentait sa colère monter lentement. Lenny posa son ballot sur le lit voisin et s'assit. Il regardait Georges, la bouche ouverte. « Je vais vous dire, dit le vieux, ce forgeron, il s'appelait Whitey. C'était un de ces types qu'aurait mis partout de ce truc-là même qu'il n'y avait pas eu de petite bête. Rien que pour plus de sûreté, vous comprenez? Je vais vous dire ce qu'il avait l'habitude de faire. À table, il pelait ses pommes de terre bouillies, et il enlevait la plus petite tache. Et s'il y avait un point rouge sur un œuf, il fallait qu'il le gratte. Finalement, il est parti à cause de la nourriture. Voilà le genre de type que c'était, propre. Le dimanche, il s'habillait toujours, même s'il n'allait nulle part. Il mettait même une cravate, et puis il restait assis dans la chambre. « Je suis pas si sûr, dit Georges, sceptique. Pourquoi c'est-il qu'il est parti, vous avez dit ?» Le vieux mit la boîte jaune dans sa poche et frotta du poing sa joue mal rasée, hérissée de poils blancs. « Ben, il est parti simplement. Comme ça, comme on fait. Il a dit que c'était la nourriture. Il avait envie de changer. Il n'a pas donné d'autre raison que la nourriture. Il a dit seulement un soir « Donnez-moi ce qui m'est dû », comme on fait toujours. » Georges souleva son matelas et regarda dessous. Il se pencha au-dessus et inspecta la toile soigneusement. Sans plus tarder, Lenny se leva et fit la même chose à son lit. Finalement, Georges sembla satisfait. Il déroula son ballot, posa ses affaires sur l'étagère, son rasoir, un morceau de savon, son peigne, un flacon de pilule, son liniment et son bracelet de cuir. Ensuite, il fit soigneusement son lit avec ses couvertures. Le vieux dit « Je pense que le patron va être ici dans 1 minute. Sûr qu'il était en rogne quand il ne vous a pas vu ce matin. Il s'est amené tout droit là où qu'on déjeunait et il a dit « Où qu'ils ont foutu le camp, les nouveaux ?» Et il a engueulé le palefrenier en plus. Georges effaça un pli sur son lit et s'assit. « Il a engueulé le palefrenier ?» demanda-t-il. « Oui, je vais vous dire, le palefrenier, c'est un nègre. »« Un nègre, hein ?»« Oui, un brave type. Il a le dos de travers, là où il a reçu un coup de pied de cheval. Le patron l'engueule quand il est en rogne. Mais le palefrenier s'en fout.
Il lit tout le temps. Il a des livres dans sa chambre. Quel genre de type c'est-il, le patron? Demanda Georges. Oh, il est assez gentil. Il se fout en rogne des fois, mais il est assez gentil. Je vais vous dire, vous savez pas ce qu'il a fait à Noël. Ben, il a apporté un gallon de whisky, ici même, et il a dit « Buvez un bon coup, les gars, y a qu'un Noël par an. » Sans blague, tout un gallon? Comme je vous le dis, bon Dieu, ce qu'on a rigolé. On a laissé venir le nègre, ce soir-là. Il y a un petit roulier, il s'appelle Smithy. Il s'est mis après le nègre. Même qu'il s'en est assez bien tiré. Les gars ne lui ont pas laissé employer ses pieds, alors c'est le nègre qui l'a eu. S'il avait pu se servir de ses pieds, Smithy a dit qu'il l'aurait tué, le nègre. Les gars ont dit qu'à cause que le nègre avait le dos tordu, Smithy pourrait pas se servir de ses pieds. Il s'arrêta pour savourer le souvenir. Après ça, tous les types sont allés faire la noce à Soledad. Moi, j'y suis pas allée. J'ai plus le goût à ça. Lenny achevait de faire son lit. Le loquet de bois se souleva de nouveau et la porte s'ouvrit. Un petit homme trapu se tenait sur le seuil. Il portait un pantalon de coutil bleu, une chemise de flanelle, un gilet noir déboutonné et un veston noir. Il tenait ses pouces dans sa ceinture, de chaque côté d'une boucle d'acier carré. Il était coiffé d'un vieux feutre brun et il portait des bottes à hauts talons avec des éperons, preuve qu'il n'était pas un journalier. Le vieux lui jeta un regard rapide et, traînant les pieds, se dirigea vers la porte en se frottant la barbe avec son poing. « Ils viennent juste d'arriver, dit-il. » Il passa près du patron et sortit. Le patron s'avança dans la chambre à petits pas pressés, comme un homme aux jambes trop grasses. « J'ai écrit à Murray and Ready qu'il me fallait 2 hommes ce matin. Vous avez vos cartes de travail ?» Georges chercha dans sa poche, en sortit les bons et les donna au patron. « C'est pas la faute de Murray and Ready. Je vois là, écrit sur cette carte, que vous étiez supposé être ici ce matin, à temps pour travailler. » Georges regarda à ses pieds. « Le conducteur de l'autobus nous a foutus dedans, dit-il. Il a fallu qu'on marche 10 miles. Il a dit qu'on était rendu quand on l'était pas. On n'a pu trouver personne pour nous emmener ce matin. » Le patron cligna des yeux. « J'ai dû envoyer les chars à grains avec 2 hommes de moins. Ça ne servirait à rien de partir maintenant. Vous attendrez après déjeuner. » Il sortit son carnet d'embauchage de sa poche et l'ouvrit là où un crayon séparait les feuilles. Intentionnellement, Georges jeta à Lenny un regard sévère, et Lenny, d'un signe de tête, montra qu'il avait compris. Le patron lécha son crayon. « Comment t'appelles-tu » ? « George Milton. »« Et toi » Georges dit. « Il s'appelle Lenny Small. » Les noms furent couchés sur le carnet. « Voyons, nous sommes le 20, midi le 20. » Il ferma le carnet. « Où avez-vous travaillé, tous les deux ?»« Dans le nord, à Weed, » dit Georges. « Toi aussi ?» « Oui, lui aussi, dit Georges. Plaisamment, le patron montra Lenny du doigt. « Il n'est pas très causant, hein ?»« Non, pas très, mais pour ce qui est du travail, il en fout un coup, fort comme un taureau. » Lenny se sourit à lui-même. « Fort comme un taureau, répéta-t-il. Georges lui jeta un regard sévère, et Lenny, confus, baissa la tête. Le patron dit brusquement. « Dis-moi, Small. » Lenny leva la tête. « Qu'est-ce que tu sais faire ?» Affolé, Lenny, d'un coup d'œil, appela Georges à son secours. « Il peut faire tout ce qu'on lui demande, dit Georges. Il sait conduire les mules, il peut porter des sacs de grains, manier un scarificateur, il peut faire n'importe quoi. Vous n'avez qu'à essayer. » Le patron se tourna vers Georges. « Alors pourquoi ne le laisses-tu pas répondre ? Qu'est-ce que t'as donc derrière la tête ?» Georges s'écria d'une voix forte. « Oh, je dis pas qu'il soit intelligent, ça non, mais je dis que pour l'ouvrage, il en faut un coup. Il peut soulever des charges de 400 livres. » Le patron, d'un air décidé, remit le carnet dans sa poche. Il fourra ses pouces dans sa ceinture et ferma presque un œil. « Dis-moi un peu, qu'est-ce que tu vends ? Hein ? Je dis, combien d'argent as-tu mis sur ce gars-là ? Est-ce que tu lui prendrais sa paye par hasard ? » ?»« Bien sûr que non. Alors, vous vous figurez que je cherche à le vendre ? » ?»« Dame, j'ai jamais vu un type s'intéresser autant à un autre. Je veux simplement savoir d'où vient ton intérêt. » Georges dit. « C'est mon cousin. J'ai promis à sa mère que je m'occuperais de lui. Il a reçu un coup de pied de cheval dans la tête quand il était gosse. Il est comme tout le monde, seulement il n'est pas intelligent. Mais il peut faire tout ce qu'on lui demande. » Le patron se tourna à demi. « Dieu sait qu'on n'a pas besoin d'être malin pour porter des sacs d'orge. Mais essaye pas de me rouler, Milton. Jetez à l'œil. Pourquoi sait-il que vous êtes parti de Weed ?»« L'ouvrage était fini, dit Georges rapidement. » « Quel genre d'ouvrage ?
On creusait un puisard. Ça va, mais essaye pas de me rouler, parce que je me laisse pas faire. J'ai vu des malins avant toi. Après déjeuner, vous irez travailler au grain. On ramasse l'orge aux batteuses. Vous partirez avec l'équipe de Slim. Slim? Oui, un grand roulier, tu le verras au déjeuner. Il fit demi-tour brusquement et se dirigea vers la porte, mais avant de sortir, il se retourna et fixa longuement les deux hommes. Quand le bruit de ses pas se fut éloigné, Georges se retourna vers Lenny. « Je croyais que tu ne dirais pas un mot. Je croyais que tu allais fermer ta trappe et me laisser le soin de parler. Pour un peu, on perdait notre place. » Lenny, navré, regardait ses mains. « J'ai oublié, Georges. »« Oui, t'as oublié. T'oublies toujours. Il faut que je te tire d'affaire. » Il se laissa tomber lourdement sur son lit. « Maintenant, il nous a à l'œil. Maintenant, il va falloir faire attention à ne pas faire de gaffe. Tu vas fermer ta trappe après ça. » Il s'absorba dans un silence mélancolique. « Georges, qu'est-ce que tu veux encore ?»« J'ai jamais reçu de coup de pied dans la tête, » dit Georges. « Ça vaudrait bougrement mieux si t'en avais reçu un, » dit Georges méchamment. « Ça épargnerait bien des emmerdements à tout le monde. »« T'as dit que j'étais ton cousin, Georges. Ben, c'était un mensonge, et que je suis sacrément content que c'en était un. Si j'étais tes parents, je me foutrais une balle dans la peau. » Il s'arrêta brusquement, s'avança vers la porte ouverte et regarda au dehors. « Hé, toi, qu'est-ce que tu fous là à écouter ?» Le vieux entra lentement dans la chambre. Il tenait son balai à la main. Un chien de berger se traînait derrière lui, le museau gris, avec des yeux pâles de vieux chien aveugle. Péniblement, le chien s'en alla dans un coin de la chambre en boitant et se coucha avec un grognement sourd. Puis il se mit à lécher son pelage gris et rogneux. Le vieux attendit qu'il fût installé. J'écoutais pas, je m'étais seulement arrêté à l'ombre 1 minute pour gratter mon chien. Je viens juste de finir de balayer le lavabo. T'avais l'oreille à ce qui se disait ici, dit Georges. J'aime pas les gens qui foutent leur nez dans mes affaires. Le vieux gêné regarda Georges, puis Lenny, puis Georges de nouveau. Je venais d'arriver, dit-il. J'ai rien entendu de ce que vous disiez. Ça ne m'intéressait pas, ce que vous disiez. Dans un ranch, on ne doit pas écouter et on ne doit pas poser de questions. C'est la vérité, dit Georges, un peu radouci, si on veut conserver sa place. Mais il était rassuré par la défense du vieux. Viens ici t'asseoir 1 minute, dit-il. Il est sacrément vieux, ce chien. Oui, je l'ai depuis qu'il est tout petit. Bon Dieu, c'était un bon berger quand il était plus jeune. Il posa son balai contre le mur et frotta sa barbe grise avec son poing. Qu'est-ce que tu dis du patron ? Pas mal, il a l'air bien. C'est un brave type, approuva le vieux. Faut savoir le prendre. À ce moment, un jeune homme entra dans la chambre. Un jeune homme brun, aux yeux noirs et aux cheveux crépus. Il avait la main gauche dans un gant de travail et, comme le patron, il était chaussé de bottes à hauts talons. « T'as vu mon père » demanda-t-il. Le vieux dit. « Il était ici il y a 1 minute, Curley. Il est allé à la cuisine, je crois. »« Je vais essayer de le rattraper, » dit Curley. Ses yeux se posèrent sur les nouveaux venus et il s'arrêta. Il regarda Georges froidement, puis Lenny. Peu à peu, ses bras se plièrent au coude et il ferma les poings. Il se raidit et se baissa légèrement. Ses regards étaient à la fois calculateurs et belliqueux. En se voyant fixé ainsi, Lenny, mal à l'aise, s'agita, bougea les pieds nerveusement. Curley, doucement, s'approcha tout près de lui. « C'est vous les nouveaux que mon père attendait ?»« Nous venons juste d'arriver, » dit Georges. « Laisse parler le grand. » Lenny se tortillait, embarrassé. Georges dit « Et si des fois il n'avait pas envie de parler ?» Curley se retourna d'un bond. « Nom de Dieu, faudrait bien qu'il réponde si on lui parle. Qui est-ce qui te prie de te mêler de ça ?»« On voyage ensemble, dit Georges froidement. Oh, c'est donc ça ?» Georges était crispé, immobile. « Oui, c'est ça. » Éperdu, Lenny regardait Georges pour savoir que faire. « Et tu ne veux pas laisser parler le grand, pas vrai ? Il peut parler s'il a envie de vous dire quelque chose. » Il fit un léger signe à Lenny. « Nous venons juste d'arriver, dit Lenny doucement. » Curley le regarda fixement. « Eh bien, la prochaine fois, faudra répondre quand on te parlera. » Il se retourna vers la porte et sortit, et ses coudes étaient encore légèrement pliés. Georges le regarda partir, puis il se tourna vers le vieux. « Dis donc, qu'est-ce qui lui a fait mal à celui-là ? Lenny lui a rien fait ?» Le vieux regarda la porte prudemment, afin d'être sûr que personne n'écoutait. « C'est le fils au patron, dit-il tranquillement. Curley est un gars habile.
Il s'est un peu occupé de boxe. C'est un poids léger et il est bien habile. Ben, je veux bien qu'il soit habile, dit Georges. Il n'a pas besoin de s'en prendre à Lenny. Lenny lui a rien fait. Pourquoi il en veut à Lenny? Le vieux réfléchit. Ben, je vais te dire, Curley est comme un tas de petits gars. Il n'aime pas ceux qui sont grands. Il passe son temps à se chamailler avec les grands types, comme qui dirait que ça le met en rogne d'être pas grand lui-même. T'as bien connu des petits gars comme ça, pas vrai? Tout le temps à se chamailler. Oh, pour sûr, dit Georges, j'en ai connu des tas de petits hargneux. Mais ton Curley fera aussi bien de ne pas se tromper sur le compte de Lenny. Lenny est pas habile, lui, mais ce petit salaud se fera amocher s'il se mêle d'embêter Lenny. Ça n'empêche pas que Curley, c'est un gars habile, dit le vieux avec scepticisme. Ça m'a jamais semblé juste à moi. Une supposition que Curley saute sur un grand type et lui foute une pile, alors tout le monde dira que Curley est un type qui sait y faire. Et suppose qu'il fasse la même chose et que ce soit lui qui reçoive la pile, alors tout le monde dira que le grand type aurait dû se battre avec quelqu'un de sa taille et peut-être bien qu'ils sauteront tous sur le grand type. Ça m'a jamais semblé juste à moi. Il semblerait qu'avec Curley, on n'a jamais la chance de son côté. Georges surveillait la porte. Il dit, menaçant. En tout cas, il fera bien de faire attention à Lenny. Lenny n'est pas un boxeur, mais Lenny est fort et rapide, et Lenny ne connaît pas les règles. Il se dirigea vers la table carrée et s'assit sur une des caisses. Il ramassa quelques cartes et les battit. Le vieux s'assit sur une autre caisse. « Dis pas à Curley que je te dis ça. Il me foutrait dehors. Lui, il s'en fout. On ne peut pas le foutre dehors parce que c'est le fils du patron. » Georges coupa les cartes et commença à les retourner, les regardant l'une après l'autre en les mettant en pile. Il dit « Le Curley me fait tout l'effet d'un enfant de garce. J'aime pas les petits hargneux. » « Il me semble qu'il est pire depuis quelque temps, dit le vieux. Il s'est marié il y a une quinzaine. Sa femme habite là-bas chez le patron. Il semble que Curley est plus arrogant depuis qu'il est marié. » Georges grogna. « C'est pour faire de l'esbrouffe devant sa femme ?» Le vieux s'intéressait à son potin. « T'as vu ce gant qu'il porte à la main gauche ?»« Oui, je l'ai vu. Ben, ce gant est plein de vaseline. »« De vaseline ? Pourquoi foutre ?»« Ben, je vais te dire. Curley dit que c'est pour conserver cette main-là bien douce pour sa femme. » Georges étudiait ses cartes avec attention. « C'est pas propre de raconter des choses comme ça, dit-il. » Le vieux fut rassuré. Il avait amené Georges à exprimer un blâme. Maintenant, il se sentait en terrain ferme et il parla avec plus de confiance. « Attends que t'aies vu la femme à Curley. » Georges coupa de nouveau les cartes et aligna une réussite, lentement, avec réflexion. « Jolie ?» dit-il incidemment. « Oui, jolie, mais… » Georges étudiait ses cartes. « Mais quoi ? Ben, elle a pas froid aux yeux. »« Ah oui ? Mariée depuis 15 jours et pas froid aux yeux et… c'est peut-être bien ça qui rend le Curley si chatouilleux. Je l'ai vu faire de l'œil à Slim. Slim, c'est un gars qui conduit les mules. Un type épatant. Slim n'a pas besoin de bottes à hauts talons pour travailler au grain. Je l'ai vu faire de l'œil à Slim. Curley a pas vu ça. Et je l'ai vu faire de l'œil à Carlson. » Georges affectait l'indifférence. « On va pouvoir rigoler à ce qu'il paraît. » Le vieux se leva de sa caisse. « Tu sais pas ce que je pense ?» Georges ne répondit pas. « Ben, je pense que Curley a épousé une pute. » « Il n'est pas le premier, dit Georges. Il y en a plus d'un qui a fait ça. » Le vieux se dirigea vers la porte, et son vieux chien leva la tête et regarda autour de lui. Puis il se dressa péniblement sur ses pattes pour le suivre. « Faut que j'aille sortir les cuvettes pour les gars. Les chariots vont être là dans pas longtemps. Vous allez charger de l'orge, vous autres. »« Oui. »« Tu diras pas à Curley ce que je t'ai raconté. »« Foutre non. T'auras qu'à la regarder. Tu verras si c'est pas une pute. » Il sortit dans le soleil ardent. Georges posait ses cartes soigneusement, faisait des paquets de 3. Il mit 4 trèfles sur sa pile d'as, le carré de soleil était maintenant sur le plancher, et les mouches le traversaient comme des étincelles. Un tintement de harnais et le gémissement d'essieux lourdement chargés résonnèrent au dehors. Un appel clair éclata au loin. « Palefrenier, oh, palefrenier !» Et ensuite « Nom de Dieu, où est-il fourré, ce sacré nègre ?» Georges contemplait sa réussite, puis il brouilla les cartes et se retourna vers Lenny. Étendu sur son lit, Lenny l'observait. « Écoute, Lenny, y a pas de quoi rire avec tout ça. J'ai peur. Tu vas avoir des embêtements avec ce type, Curley. J'ai déjà vu ce genre-là. Comme qui dirait, il a fait ça pour te tâter. Il se figure qu'il t'a foutu la trouille et il te foutra son poing sur la gueule à la première occasion. »
Les yeux de Lenny étaient remplis d'effroi. « Je veux pas d'embêtement, dit-il plaintivement. « Georges, tu ne le laisseras pas me battre, dis. » Georges se leva et alla s'asseoir sur le lit de Lenny. « C'est un genre de salaud que je déteste, dit-il. J'en ai vu des tas. Comme dit le vieux, Curlet ne court jamais de risque. Il gagne toujours. » Il réfléchit un moment. « S'il t'embête, Lenny, on foutra le camp. Faut pas t'y tromper. C'est le fils au patron. Écoute, Lenny, tu tâcheras de l'éviter, hein. Ne lui parle jamais. S'il s'amène ici, va-t'en à l'autre bout de la chambre. Tu feras ça, Lenny ? » « Je veux pas avoir d'embêtement, » gémit Lenny. « Je lui ai jamais rien fait. » « Ça ne t'avancera à rien si Curlet veut se mettre à poser au boxeur. Ne t'approche jamais de lui, tu te rappelleras ? » « Pour sûr, Georges, je dirai pas un mot. » Le bruit des chars à grains s'amplifiait, piétinement des lourds sabots sur le sol durci, grincement des freins, tintement des chaînes de traits. Les hommes s'interpellaient d'un attelage à l'autre. Georges, assis sur le lit près de Lenny, fronçait les sourcils en réfléchissant. Lenny lui demanda timidement. « T'es pas fâché, Georges ? » « Je suis pas fâché contre toi. Je suis fâché contre ce salaud de Curlet. J'espérais qu'on allait pouvoir se faire un peu d'argent, tous les deux, 100 de dollars peut-être, bien. » Il prit un ton décisif. « Lenny, t'approche pas de lui. »« Non, Georges, je m'approcherai pas. Je dirai pas un mot. » « Le laisse pas te provoquer. Mais si l'enfant de garce te fout son poing sur la gueule, ben rends-lui. »« Rends-lui quoi, Georges ? T'en fais pas, t'en fais pas. Je te le dirai quand il sera temps. Ce genre de type, je peux pas les sentir. Écoute, Lenny, s'il t'arrive une histoire, tu te rappelles de ce que je t'ai dit de faire ?» Lenny se souleva sur le coude, le visage contracté par l'effort de la réflexion. Puis, ses yeux se tournèrent tristement vers le visage de Georges. « S'il m'arrive une histoire, tu me laisseras pas soigner les lapins ? C'est pas ce que je veux dire. Tu te rappelles où nous avons couché, la nuit dernière, là-bas, près de la rivière ? » ?»« Oui, je me rappelle. Oh, pour sûr que je me rappelle. J'irai là-bas me cacher dans les fourrés. Te cacher jusqu'à que je vienne te chercher. Que personne te voie. Cache-toi dans les fourrés, près de la rivière. Répète. Caché dans les fourrés, près de la rivière. Dans les fourrés, près de la rivière. S'il t'arrive une histoire. S'il m'arrive une histoire. Un frein grinça au dehors, un appel retentit. Palefrenier, oh, palefrenier ! Georges dit. Répète-le tout bas, Lenny, pour ne pas l'oublier. Les deux hommes levèrent les yeux, car le rectangle de soleil de la porte s'était masqué. Debout, une jeune femme regardait dans la chambre. Elle avait de grosses lèvres enduites de rouge et des yeux très écartés, fortement maquillés. Ses ongles étaient rouges, ses cheveux pendaient en grappes bouclées comme des petites saucisses. Elle portait une robe de maison en coton et des mules rouges ornées de petits bouquets de plumes d'autruche rouges. « Je cherche Curlet, dit-elle. » Sa voix avait quelque chose de nasal et de cassant. Georges détourna les yeux, puis la regarda de nouveau. Il était ici il y a 1 minute, mais il est parti. Oh, elle mit sa main derrière son dos et s'adossa au montant de la porte afin de projeter son corps. C'est vous les nouveaux qui venez d'arriver ? Oui. Lenny la toisa du regard et, bien qu'elle ne semblât pas regarder Lenny, elle se cambra légèrement, elle regarda ses ongles. Des fois, Curlet est ici, expliqua-t-elle. Georges dit brusquement. Eh bien, il n'y est pas en ce moment. Dans ce cas, dit-elle d'un ton mutin, je ferais mieux d'aller chercher ailleurs. Lenny l'observait, fasciné. Georges dit. Si je le vois, je lui dirai que vous le cherchez. Elle sourit avec malice et fit onduler ses hanches. On ne peut pas blâmer les gens de chercher, dit-elle. Quelqu'un passa derrière elle, elle tourna la tête. Bonjour, Slim, dit-elle. La voix de Slim pénétra par la porte. Bonjour, bel enfant. J'essaie de trouver Curlet, Slim. Vous essayez pas trop fort. Je viens de le voir qui rentrait chez vous. Elle s'effraya soudain. Adieu, les gars, cria-t-elle dans la chambre, et elle s'éloigna en hâte. Georges regarda Lenny. Nom de Dieu, quelle traînée, dit-il. Alors c'est ça que Curlet a décoté comme femme ? Elle est jolie, dit Lenny, pour la défendre. Oui, et pour sûr qu'elle fait de son mieux pour le cacher. Curlet a pas fini d'en voir. Je parie qu'elle filerait pour 20 $. Lenny regardait toujours la porte qu'elle venait de quitter. Bon Dieu, ce qu'elle était jolie, et il souriait d'admiration. Georges lui jeta un regard rapide, puis il le prit par l'oreille et le secoua. « Écoute-moi, bougre de con, dit-il furieux. T'avise pas de regarder cette garce. Je me fous de ce qu'elle dit ou de ce qu'elle fait. C'est pas la première fois que je vois des poisons comme ça, mais j'ai jamais vu de meilleur pour faire coffrer un type. Laisse-la tranquille. »
Lenny essayait de se dégager l'oreille. « J'ai rien fait, Georges. »« Non, bien sûr, mais quand elle était là, sur la porte, à montrer ses jambes, tu regardais pas de l'autre côté. Je pensais à rien de mal, Georges, vrai de vrai. En tout cas, t'approche pas d'elle, parce que comme piège à rat, on ne fait pas mieux. Laisse Curlet s'y faire coincer. C'est lui qui l'aura voulu. Un gant plein de vaseline, dit Georges avec dégoût, et je parie qu'il bouffe des œufs crus et qu'il écrit à toutes les pharmacies. Lenny s'écria brusquement. Je me plais pas ici, Georges. C'est pas un bon endroit. Je veux m'en aller. Il faut rester jusqu'à qu'on ait un peu de pèse. On n'y peut rien, Lenny. Nous partirons dès qu'on pourra. Je l'aime pas plus que toi, ce patelin. Il se dirigea vers la table et commença une autre réussite. Non, je l'aime pas, dit-il. Pour un rien, je foutrais le camp. Si seulement on peut se faire quelques dollars, on s'en ira remonter l'American River et laver de l'or. On pourra gagner 2 ou 3 dollars par jour là-bas, et puis on trouvera peut-être un filon. Lenny se pencha anxieusement vers lui. Partons, Georges. Partons d'ici, c'est pas franc ici. Faut que nous restions, dit Georges sèchement. Tais-toi maintenant. Les types vont venir. Dans le lavabo voisin, on entendait des bruits d'eau courante et de cuvettes remuées. Georges étudiait ses cartes. On devrait peut-être aller se laver, dit-il, mais nous n'avons rien fait pour nous salir. Un homme très grand se dressait sur le seuil. Il tenait un chapeau de feutre aplati sous le bras, tout en peignant en arrière ses longs cheveux noirs, tout humides. Comme les autres, il portait un pantalon bleu et une veste courte en toile. Quand il eut fini de se coiffer, il entra dans la chambre qu'il traversa avec une majesté que seules connaissent les personnes royales et les maîtres artistes. Il était roulier et le roi du ranch, capable de mener 10, 16 et même 20 mules avec une seule guide aux mules de tête. D'un coup de fouet, il pouvait tuer une mouche sur la croupe d'une mule sans toucher la bête. Il y avait dans ses manières une gravité et un calme si profonds que les conversations s'arrêtaient dès qu'il parlait. Son autorité était si grande qu'on le croyait sur parole, quel que fût le sujet, politique ou amour. C'était Sim le roulier. Son visage en lame de couteau n'avait pas d'âge. Il aurait pu avoir 30 ans, aussi bien que 50. Ses oreilles entendaient plus qu'on ne lui disait, et sa parole lente avait des nuances non de pensée, mais de compréhension au-delà des pensées. Ses mains grandes et minces se mouvaient aussi délicatement que des mains de danseuse sacrée. Il défroissa son chapeau écrasé, lui fit une fente au milieu et se le mit sur la tête. Il jeta sur les 2 hommes dans la chambre un regard bienveillant. « Il y a un soleil de tous les diables dehors, dit-il gentiment. Je peux à peine voir ici. C'est vous les nouveaux ? On vient d'arriver, dit Georges. Vous allez travailler à l'orge ? C'est ce qu'a dit le patron. Slim s'assit sur une caisse, de l'autre côté de la table, en face de Georges. Il examina la réussite étalée à l'envers devant lui. « J'espère que vous serez avec moi, dit-il. Sa voix était très douce. J'ai 2 couillons dans mon équipe qui sont même pas foutus de reconnaître un sac d'orge. Vous autres, vous en avez déjà manié de l'orge ? Foutre oui, dit Georges. Moi, j'ai pas de quoi me vanter, mais ce grand bougre-là, il peut porter plus de grains que 2 gars ordinaires. Lenny, qui avait suivi la conversation des yeux, sourit complaisamment à cet éloge. Slim, d'un regard, approuva Georges d'avoir lancé le compliment. Il se pencha sur la table et fit claquer le coin d'une carte inemployée. « Vous voyagez ensemble ?» Il parlait d'un ton amical qui invitait aux confidences sans pourtant les solliciter. « Oui, dit Georges, comme qui dirait, on prend soin l'un de l'autre. » Du pouce, il montra Lenny. « Il n'est pas intelligent, mais pour le travail, il n'en craint pas. C'est un bon bougre. Il n'est pas intelligent. Il y a longtemps que je le connais. » Slim regarda à travers Georges et au-delà. « Il n'y en a pas beaucoup de gars qui voyagent ensemble, dit-il d'un ton rêveur. Je sais pas pourquoi. Peut-être que les gens ont peur les uns des autres, dans ce sacré monde. C'est bien plus agréable de voyager avec quelqu'un qu'on connaît, dit Georges. Un homme robuste et corpulent entra dans la chambre. L'eau qui lui dégouttait de la tête attestait qu'il l'avait lavée et frottée. « Hé, Slim, dit-il, et, s'arrêtant, il dévisagea Georges et Lenny. « Ils viennent juste d'arriver, dit Slim, en guise de présentation. « Enchanté, dit le gros homme. Je m'appelle Carlson. Moi, George Milton, et lui, là, Lenny Small. »« Enchanté, répéta Carlson. Il n'est pas précisément petit. » Il éclata d'un rire léger à cette plaisanterie. « Il n'est pas petit du tout, répéta-t-il. Je voulais te demander, Slim, où en est ta chienne ? J'ai remarqué qu'elle n'était pas sous la charrette ce matin. »« Elle a fait ses petits hier soir, dit Slim. Il y en a 9. J'en ai tout de suite noyé 4. Elle n'aurait pas pu en nourrir tant que ça. »
Ça fait qu'il en reste 5 ? Oui, 5. J'ai gardé les plus gros. De quelle espèce crois-tu qu'ils seront ? Je sais pas, dit Slim. Des espèces de chiens de berger, je suppose. J'ai guère vu que ça autour d'elle, quand elle était en chaleur. Carlson continua. Comme ça, t'as 5 chiots ? Tu vas les garder tous ? Je sais pas. Faut que je les garde quelque temps pour qu'ils boivent le lait de Lulu. Carlson dit d'un ton réfléchi. Parce que, écoute, Slim, j'ai pensé à une chose. Ce sacré chien de Candy est si vieux qu'il peut à peine marcher. En plus, il pue comme le diable. Chaque fois qu'il vient dans cette chambre, je peux le sentir pendant 2 ou 3 jours. Pourquoi que dis pas à Candy de tuer son vieux chien et d'élever un des petits ? Je peux sentir ce chien à 1 mile de distance. Il a plus de dents, il est aux 3/4 aveugle, il peut plus manger. Candy le nourrit au lait, il peut rien mâcher d'autre. George était resté les yeux intensément fixés sur Slim. Soudain, un triangle se mit à tinter, lentement d'abord, puis de plus en plus vite, jusqu'à ce que les battements ne fussent plus qu'un son unique. Il s'arrêta aussi brusquement qu'il avait commencé. « Voilà que ça sonne, dit Carlson. Au dehors, comme un groupe d'hommes passait, on entendit des éclats de voix. Slim se leva lentement et avec dignité. « Allons, les gars, vous ferez bien de venir tant qu'il y a quelque chose à manger. Il ne restera rien dans 2 minutes. » Carlson s'effaça pour laisser passer Slim, puis tous les deux franchirent la porte. Lenny, très agité, regardait George. George brouilla ses cartes en une masse confuse. « Oui, dit George, je l'ai entendu, Lenny. Je lui demanderai. »« Un brun et blanc, s'écria Lenny, hors de lui. « Viens, allons dîner. Je sais pas s'il en a un brun et blanc. » Lenny ne bougeait pas de son lit. « Demande-lui tout de suite, George, pour qu'il n'en tue pas d'autres. »« Mais oui, allons, viens, mets-toi debout. » Lenny roula hors de son lit et se mit debout, et tous deux se dirigèrent vers la porte. Au moment où ils l'atteignaient, Curley entra en coup de vent. « Vous n'avez pas vu une femme par là ?» demanda-t-il avec colère. George dit froidement. « Il y a environ une demi-heure, peut-être bien. » Qu'est-ce qu'elle foutait ici ? Immobile, George regardait le petit homme curieux. Il dit d'un ton insultant. « Elle a dit qu'elle vous cherchait. » Curley sembla vraiment apercevoir George pour la première fois. Il lui jeta un regard flamboyant, le mesura, apprécia ses possibilités, examina sa taille, bien prise. « Et de quel côté est-elle allée ?» demanda-t-il enfin. « Je sais pas, dit George, je l'ai pas regardé s'en aller. » Curley le regarda hostilement et, faisant demi-tour, s'enfuit par la porte. George dit « Tu sais pas, Lenny, j'ai peur de faire du grabuge moi-même avec ce salaud-là. Il a une gueule qui me revient pas. Amène-toi, nom de Dieu, on n'aura plus rien à bouffer. » Ils sortirent. Le soleil n'était plus qu'une raie mince sous la fenêtre. Au loin, on pouvait entendre un vacarme d'assiettes. Un moment après, le vieux chien entra en boitant par la porte ouverte. Il regarda de droite et de gauche avec ses yeux doux qui voyaient à peine. Il renifla et posa sa tête sur ses pattes. Curley réapparut sur le seuil et regarda dans la chambre. Le chien leva la tête, mais quand Curley brusquement s'éclipsa, la tête grise retomba sur le plancher.